Bonjour Fabrice Mercier. Bonjour Réa et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Aujourd'hui, 5 juin 2024, nous sommes au parc de l'Estatel. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Qui est Fabrice Mercier? Alors, qui est Fabrice Mercier? C'est une grande question à laquelle j'ai déjà essayé de répondre. Je n'ai que des réponses très très partielles. Quand j'étais tout petit, j'étais beaucoup dans mon imaginaire et je me suis inventé un personnage qui s'appelait Teki. T-E-K-I. Mais en fait, sur le coup, j'avais pas prêté attention au sens de ce surnom, jusqu'à ce que plus tard, ça m'est venu comme une évidence et je me suis dit, mais j'étais déjà à la recherche de qui je suis, enfin qui j'étais à l'époque. Donc je me suis toujours beaucoup questionné sur le sens de la vie en général. Et ce n'est que bien plus tardivement en fait que j'ai découvert la photographie, un attrait certain pour la photographie, c'est-à-dire il y a à peu près 12-13 ans. Et à partir du moment en fait, que j'ai touché ce boîtier, j'ai commencé à faire des photos, je me suis dit waouh, c'est ça qu'il me faut. Alors bon, si je dois revenir sur la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la photo, je traversais une période assez difficile dans ma vie et il y a un ami m'a dit écoute Fabrice, si tu veux, j'ai un appareil photo qui dort depuis des années au fond d'un tiroir, si tu veux je te le prête et puis tu verras bien si ça t'intéresse, tu me le rachètes par la suite. C'était quelle année? Tu avais quel âge? C'était en 2000, je crois en 2011 ou 2012. Donc j'avais 41-42 ans. Et il m'a dit voilà, ça va peut-être te changer, ça va te changer les idées. Et je ne pensais pas à ce moment-là que ça allait me changer les idées à ce point-là. Donc pour moi, c'est certain, ça a été un support d'abord thérapeutique, jusqu'à ce que petit à petit, je sorte de cette épreuve difficile, mais tout en gardant la photo. Et la photographie m'a accompagné donc depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui quotidiennement. J'ai toujours mon appareil photo sur moi et je fais de la photo dans le cadre de mon travail et je fais de la photo aussi en sortant de mon travail. La plupart du temps, que je finis vers les coups de 16h15, j'arrive en ville vers les coups de 17h et je me laisse à peu près 1h30 de photographie de rue, principalement. Ça me fait une sorte de coupure aussi par rapport à mon travail et puis ensuite je rentre à la maison. Et chaque jour, j'accumule une sorte de banque d'images comme ça, que je trie à la maison et que je sélectionne scrupuleusement. Alors, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé mon style. C'est le style qui m'a trouvé, je ne sais pas exactement comment ça se passe. C'est à force de chercher, de photographier d'un seul coup, et puis de regarder les photos que je faisais. Je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus, que ces photos, il y avait certaines photos qui m'interpellaient beaucoup plus que d'autres. Et donc je suis passé d'une sorte d'intérêt pour la photographie de façon générale à la photo de rue. J'ai abordé la photo de paysage, la macro-photographie, beaucoup de genres différents. Mais c'est vraiment la photo de rue qui m'a le plus inspiré. Et donc c'est, on va dire depuis environ 3-4 ans, la photographie de rue
occupe le plus clair de mon temps en termes de photographie. Et tu parles de ton travail, et dans le cadre de ton travail aussi, tu fais les photos. Tu peux nous dire quelque chose? Oui, alors effectivement, je suis éducateur depuis maintenant 2011, donc un petit peu avant que je découvre la photographie, ou à peu près en même temps. Je suis éducateur dans un foyer d'accueil spécialisé, enfin un accueil de jour plus précisément, dans le domaine du handicap mental. Et j'anime un atelier de musique et de photographie en fait, dans ce cadre-là. Et comment ça fonctionne, par exemple la photographie et la musique Alors la musique, on va dire que c'est à peu près 80-90% de mon support éducatif. Du lundi au jeudi, je consacre donc cet atelier à l'activité musicale. Donc, c'est un support éducatif qui s'adresse à des adultes en situation de handicap mental et qui viennent tous les jours. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu joues, tu fais écouter la musique, tu fais des photos? On peut utiliser, alors bien sûr, je joue principalement de la percussion. J'utilise aussi le gong comme moyen de relaxation. Alors il y a plusieurs activités dans cet atelier musical. On peut utiliser le chant, on peut utiliser aussi la musique simplement comme moyen de dialoguer entre nous, de stimuler certaines facultés comme la mémoire. C'est très vaste. Donc pour résumer, en tout cas, je peux faire du chant, de l'expression libre, de la percussion, du rythme, simplement de l'écoute musicale. Donc toutes ces choses-là occupent à peu près, on va dire 80-90% de mon temps professionnel. Et le vendredi, j'utilise la photographie comme support éducatif, où là, la plupart du temps, on part toute la matinée en ville. En fonction d'une thématique, d'un sujet particulier, on va faire des photos, on va visiter un lieu, etc. Et puis quand on revient en général l'après-midi, on regarde ensemble ce qu'on a fait comme photo, et puis c'est l'occasion en tout cas de pouvoir en discuter autour de ce support d'image avec les usagers. Donc ça, c'est dans le cadre professionnel strictement. Et ils font des photos aussi? Alors ils ont tous un appareil photo. En général, je sors avec 4 ou 5 résidents. Et ils font des photos. Est-ce que vous faites des expositions à la pas fin? encore. Parce que nous sommes carrément dans l'art brut maintenant, d'une façon. D'accord. Alors effectivement, c'est un projet à moyen terme. Pour le moment, on n'a pas encore... on ne s'est pas encore organisé pour pouvoir faire une exposition, mais je commence à avoir énormément d'images, de photographies des uns et des autres. J'ai d'ailleurs déjà fait un petit article parce que j'ai monté un blog pour l'accueil de jour de cette association. Et dans ce blog, on utilise donc ce blog pour pouvoir faire découvrir le quotidien des personnes en situation de handicap. Et donc j'ai écrit un petit article sur ce blog concernant l'activité photographique. Et la musique en tant qu'artiste, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Qu'est-ce que tu fais en tant que... En tant qu'artiste, oui, en dehors de mon travail. Exactement. Alors bon, il faut dire que j'ai des connaissances, mais assez rudimentaires en matière de solfège. J'ai dû faire à peu près 2 ou 3 années quand j'étais très jeune de solfège. J'ai commencé par le piano. Ensuite, j'ai fait un peu de guitare parce que mon père était guitariste professionnel. Donc il m'a donné quelques cours. Et puis finalement j'ai fait aussi, j'ai pris des cours de percussion, de djembé principalement.
Mais ça, c'était il y a fort longtemps. Et comme toute discipline, quand elle n'est pas jouée régulièrement, ben, tout se perd. Donc j'ai gardé effectivement la percussion comme instrument professionnel, mais tous les autres instruments, j'ai un peu laissé tomber parce que bon, voilà, c'est toujours une affaire de temps. Et d'ailleurs, je chantais aussi quand j'étais plus jeune. Mais tout ça, j'ai mis de côté au profit de la photographie et de mon travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une photo pour toi? La photographie, qu'est-ce que ça représente dans ton art? Une photographie, pour moi, c'est un regard, c'est un moyen, c'est un langage, c'est un moyen d'exprimer des choses. C'est principalement un moyen de communication, de témoignage et de mémoire. Depuis 3-4 ans, tu as dit que tu as trouvé ton style ou bien le style qui t'a trouvé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est lié bien sûr, comme on dit, à la photographie de rue, c'est photographie. Donc, Tout à fait. Tout à fait. J'ai trouvé mon style ou le style m'a trouvé. En tout cas, c'est un... on va dire que j'investis la ville un petit peu comme un théâtre où j'observe une certaine forme de comédie urbaine, comédie sociale, où j'essaye de capter des scènes. Donc en général, c'est plutôt un sujet en interaction avec son environnement. Au fur et à mesure, oui, effectivement, j'ai trouvé mon style. Alors ça peut être énormément en lien avec la coïncidence, le mimétisme. Le sujet ressemble à son environnement. Ça peut être aussi une interaction entre des affiches, puisqu'on est quand même envahi d'affiches publicitaires, cinématographiques, politiques, toute forme d'affiches, d'images. D'ailleurs, on évolue dans la ville sans s'en rendre vraiment compte. Donc j'utilise en fait ces interactions entre le sujet et son environnement pour pouvoir on va dire, transmettre un message, alors qu'il soit quelquefois simplement humoristique ou quelquefois poétique, quelquefois dramatique aussi, puisque dans la ville il y a toutes choses qui se passent. Mais petit à petit, j'ai découvert cette correspondance entre le sujet et son environnement, comme une forme de mimétisme où on ne sait pas qui influence l'autre, quelque part. Et je me concentre principalement sur cet aspect des choses. Alors bien que quelquefois je vais capter d'autres choses aussi, comme une forme de témoignage, mais avec mon propre regard. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai capté surtout cette forme de synchronicité entre l'environnement et le sujet principal. Alors, je ne sais pas, pour donner des exemples, il y aura des photos à la fin du reportage, sans doute c'est le meilleur moyen de mieux comprendre mon style. Mais c'est vrai que c'est devenu à peu près 60-70% de mes photos sont des photos où il y a des correspondances de formes, de couleurs, où on a l'impression que le sujet, l'environnement se répond. Et à force de fréquenter un lieu, finalement, alors est-ce que c'est parce que inconsciemment on est attiré par ce qui nous ressemble? Je ne sais pas. J'ai pas de réponse toute faite. Je continue à chercher des réponses à travers le support photographique. Mais
on va dire que mon style s'affine avec le temps. Est-ce que par exemple, c'est quand je regarde ta photographie, elles sont magnifiques. Et, comme je te considère comme chasseur d'images, vraiment, tu chasses les images, tu guettes. À un moment donné, quand les deux images ou trois images comme les cartes de jeu qui sont ensemble, tu dis voilà, tu montres, comme on dit, aux autres. Mais parfois, est-ce que l'idée ne précède pas l'image non plus? Par exemple, tu vois une affiche, tu dis ça, cette affiche-là, je voudrais, tu attends ta proie, par exemple. Bien sûr, j'anticipe forcément l'image. Quelquefois, je cherche même là où elle m'attend. Quelquefois, il m'arrive même de suivre le sujet pour trouver la bonne correspondance. Donc alors quelquefois j'attends sur place et je dirais j'oscille entre le chasseur et le cueilleur. Si je devais mettre en avant une image, le chasseur d'images qui avance dans la ville et qui essaye de capter à l'instant T des scènes intéressantes, ou alors le cueilleur, mais ce qui requiert un peu plus de patience, immobile, chose que je n'ai pas forcément. Donc ça m'arrive quand même, ça m'arrive peu, et je reste pas longtemps au même endroit pour essayer de capter une scène. En général, c'est 10-15 minutes maximum. Et sinon, la plupart du temps, ce que j'aime bien, c'est avancer dans la ville et essayer de capter des correspondances, des interactions intéressantes des scènes. Et en fait, souvent, j'ai l'impression que je suis un petit peu un photographe animalier, dans le sens où j'utilise principalement un téléobjectif de 70-200 en plein format, et de façon à être le plus discret possible et à déranger le moins possible l'humain dans son milieu naturel. Donc quelque part, je m'identifie quand même assez au photographe animalier, mais en ville. Comme un sniper, peut-être, un peu. Oui, pourquoi pas, sniper, chasseur. Il y a cette, on va dire. Dans le sniper, c'est comme une distance déjà. Ouais, tout à fait. Je suis rarement très près de la personne parce que justement, au départ, j'ai utilisé toutes les focales et je me suis rendu compte que il fallait que je sois le plus discret possible pour ne pas, on va dire, biaiser la scène et pour ne pas influencer la scène et surtout pour pas que la personne puisse changer de comportement parce qu'elle m'a vu. Donc il faut que j'essaie de capter des scènes les plus naturelles possibles. Et pour ça, je me suis dit, au lieu de me ruer sur la personne en essayant de la photographier le plus vite possible, je garde une certaine distance, déjà pour pas qu'elle se sente agressée, et ensuite pour qu'elle soit, on va dire, la plus naturelle possible. Est-ce que tu construis les images aussi parfois? Tu dis, voilà, c'est bon, mais j'ai besoin de ça. Alors ça dépend ce que tu sous-entends par construire l'image. Je prends donc toutes les images, je les prends sur le vif. Je traite bien sûr les images en termes d'exposition, etc., de couleurs, de balance des blancs, etc. Je ne photographie qu'en RAW. Donc je retravaille forcément la photo avant, mais je vais pas changer des éléments ou je travaille avec Lightroom principalement, pas Photoshop. Alors, il m'est déjà arrivé d'enlever, de supprimer quelques petites choses sur la photo qui, je trouvais, étaient inesthétiques, mais ça m'arrive déjà très peu souvent. Et la plupart du temps, j'essaie de proposer la photo telle que je l'ai vue dans la vraie vie, donc sans la déformer. Donc je traite la photo, mais on va dire simplement pour rééquilibrer l'exposition, la balance des blancs, quelquefois assombrir certains endroits et puis éclaircir d'autres.
mais ça s'arrête là. Ça veut dire quoi pour toi, c'est la photographie de rue, street photography? Et quelle différence avec les autres déjà? Ça veut dire, pourquoi tu... La photographie de rue, quelle est la différence avec... Oui, pour toi, ça veut dire quoi? Alors pour moi, la photographie de rue, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une photo dans l'espace urbain, dans l'espace public principalement. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer en fait les personnes, à travers la photo, de mettre en avant un témoignage avec un certain regard. Pour moi, ça aurait pu être la peinture, ça aurait pu être un autre art, mais je trouve que déjà la peinture, ça n'a jamais été malheureusement je ne suis pas foncièrement doué dans ce domaine-là. Mais pour moi, c'est vraiment un moyen de communiquer, un moyen d'exprimer ce que je pense de la vie en général. Donc ça, c'est la première chose. Après, la photo de rue, c'est un vaste sujet. C'est aussi donc un témoignage sur notre époque. C'est aussi une projection de moi-même. Parce que pourquoi je vais photographier cette scène plutôt qu'une autre, pourquoi je vais photographier ce type de situation plutôt qu'une autre, j'en suis arrivé à me dire que forcément c'était en lien avec mon monde intérieur et que le monde extérieur était quelque part un petit peu le reflet de mon monde intérieur. Parce que on peut être 3 ou 4 personnes dans la même pièce et voir des choses totalement différentes en fonction de notre intérêt. Et donc je pense que quelque part, si on veut vraiment pousser le bouchon loin, je photographie d'une certaine façon mon intérieur. Quand on regarde ta photographie, 99% de ta photographie sont avec les gens. Comment tu évites les problèmes de droit d'auteur? Et tu écris aussi quelques articles très intéressants là-dessus. Oui, alors, effectivement, le droit à l'image, on a la chance de vivre en France, à une époque où le droit à l'image dans l'espace public, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, le droit à l'image dans l'espace public permet, si ça ne porte pas un préjudice grave à la personne, on peut effectivement utiliser l'image sans restriction dans l'espace public. C'est-à-dire que le droit français dit que le droit à la créativité prime sur le droit à l'image dans l'espace public. Donc c'est important. Alors évidemment, c'est toujours sujet à polémique, à discussion. Mais à partir du moment où on ne porte pas un préjudice grave et manifestement prouvé à la personne qu'on photographie, on peut effectivement, à partir du moment où on n'en fait pas un commerce et que c'est simplement perçu comme de l'art, lors d'une exposition, si on n'est pas amené à l'utiliser pour faire de la publicité ou ce genre de choses, quelque chose de plus mercantile, tant qu'on respecte ces conditions, on peut librement photographier les personnes, ça de toute façon. Il n'y a pas de restriction sur la photographie en elle-même et on peut même diffuser les images à partir du moment où elles ne portent pas un préjudice grave à la personne. Ça veut dire par exemple, en regardant ici, ça veut dire il y a une chienne, il y a une dame tu les photographies avec ton appareil, oui. Objectif. Ah, c'était vraiment génial et j'ai voulu acheter ça. Ça veut dire par la place de cette personne-là, quiconque, ça veut dire et j'achète. Est-ce que ça pose un problème pour cette personne-là à un moment donné où tu exposes ou... Alors, si c'est pour vendre de l'art, ça pose pas de problème. C'est à partir du moment où ça devient quelque chose de commercial et qui est plus de l'ordre de la publicité.
où là, effectivement, il faut l'autorisation de la personne. Ça veut dire que si tu fais des t-shirts, tu imprimes là-dessus, ou tu Voilà. vends ça en ligne, ou dans une publicité que tu utilises. Effectivement, là, ça peut poser un problème. Mais sinon, dans un cadre purement artistique, ça, a priori, ça pose pas de problème au niveau juridique. Alors, ça peut poser problème avec la personne qui souhaite tout simplement pas être exposée, par exemple. Donc, je suis pas non plus un bourrin au point de pas respecter ce genre de choses, mais ça m'est arrivé très rarement. J'ai déjà fait une exposition à la Cour des Beuclins il y a 2 ans, où j'avais donc exposé 21 photos en assez grand format. Et il y a même une personne qui a reconnu une personne sur ma photo. C'était un ami à moi en fait qui était prof, qui m'a dit: je connais cette personne, en fait c'est ma collègue. Et donc il lui en a parlé, et cette collègue lui a dit oui, effectivement, j'en ai entendu parler de cette photo qui circulait sur les réseaux et qui a été exposée. Ça ne me dérange pas plus que ça. Donc effectivement, j'aurais pu tomber sur des personnes qui étaient beaucoup plus... je suis déjà tombé d'ailleurs sur des personnes qui ont trouvé ma démarche sournoise, parce que je les ai photographiées en douce. J'ai essayé de leur expliquer ma démarche, et on va dire ces quelques personnes, c'est une minorité, n'ont pas voulu entendre mon explication, et puis se sont sentis vraiment agressés. Mais en règle générale, et ça m'arrive pas souvent, parce que c'est vrai que je suis assez discret, puis au fur et à mesure j'ai quand même amélioré ma pratique de camouflage quelque part, qui fait qu'il y a quand même très peu de personnes qui se rendent compte que je les photographie. C'est un peu la règle du jeu quelque part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais de toute façon que j'ai le droit de photographier n'importe qui dans l'espace public, et que je réfléchis seulement après par rapport à la diffusion de la photo. Je me dis, est-ce que ça pourrait porter un préjudice grave ou pas? Je donne un exemple. Si la personne, si je photographie un couple qui s'embrasse dans la rue, et puis que je diffuse cette photo, et puis que d'un seul coup, il y a le mari qui reconnaît cette femme qui reconnaît sa femme, par exemple sur un réseau social, si le mari reconnaît cette femme et sa femme, et qu'il se rend compte qu'elle le trompait, et que là il porte plainte, etc. Là, dans ce cas de figure bien précisément, c'est un préjudice grave, et dans ce cas-là, ça pourrait effectivement me retourner contre moi. Mais c'est des cas de figure qui sont assez, qui sont assez rares, et c'est vrai que j'ai très peu l'occasion de photographier des personnes en train de s'embrasser dans la rue, par exemple. Donc, et puis si c'était le cas, je fais en sorte qu'on ne reconnaisse pas leur visage. Voilà. Mais bon, dans tous les cas de figure, il y a quand même peu de risques. Alors étrangement, il y a peu de risques que la justice s'empare de notre affaire. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart du temps je photographie tout ce que j'ai envie de photographier, et c'est seulement après que je fais un tri. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton blog? Parce que tu écris, et tu n'es pas seulement comme on dit qui fait des photos, mais tu réfléchis sur les problèmes de la photographie. Alors, Oui. c'est par exemple sur quel sujet tu travailles, sur quel sujet tu réfléchis et tu publies. Oui, alors effectivement, j'ai conçu un blog depuis environ un peu plus d'un an et demi à peu près, l'œil de la photographie, fabricemercier.com. Et dans ce blog, je propose une galerie de photos. C'est aussi
une façon de mettre en avant mon travail de photographe. Et je mets en avant aussi des articles. J'ai dû en écrire une dizaine à peu près à ce jour, peut-être un petit peu plus quand même. Alors ça peut être simplement de la documentation par rapport à certains photographes que j'apprécie particulièrement, comme Joseph Koudelka par exemple. Ou ça peut être aussi des réflexions sur ma démarche de photographe. Où j'ai réalisé que j'avais par exemple, à travers plusieurs articles que j'ai publiés, j'ai réalisé qu'au départ, lorsque j'ai commencé la photographie, j'étais attiré par les reflets aquatiques. Et donc j'analyse en fait finement l'évolution de ma photographie en me rendant compte que finalement j'ai commencé par des reflets, ensuite j'ai photographié des yeux, des regards. Pendant à peu près 6 mois, j'étais vraiment attiré par ça. Je me suis rendu compte que finalement j'étais attiré toujours par quelque chose de l'ordre du reflet, quelque chose qui reflète quelque chose. Et encore jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que je suis même dans ces fameuses, cette photo de rue, j'ai changé de genre photographique, mais je suis toujours attiré par ce copier-coller du sujet à son environnement, de ce reflet. Donc je me questionne par rapport à travers ces différents articles que j'ai pu publier, je mets en avant ma démarche photographique. J'écris aussi pour m'aider à mieux réfléchir sur ma pratique, mais si ça peut aussi aider certaines personnes à réfléchir sur la leur, c'est tout bénef. Tu peux parler un petit peu de tes appareils photo, ton premier appareil photo, tu as parlé un petit peu, mais c'était quel maintenant Mon premier appareil photo, c'était l'appareil que m'avait prêté mon ami. C'était un Canon EOS 30D. C'était donc de l'APS-C. J'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai continué avec un Canon, toujours EOS 7D. Et en parallèle, j'ai acheté un Fujifilm, un X-T4, un X100T également. Donc ça c'était on va dire à mes débuts. Et puis j'ai continué cette fois-ci j'ai embrassé le plein format en achetant un Canon R6. Donc aujourd'hui d'ailleurs c'est le boîtier que j'utilise le plus avec mon X-T4 Fujifilm. Et comme je disais, j'ai toute une panoplie d'objectifs divers et variés, que ce soit pour le paysage, parce que bien sûr en vacances il m'arrive de photographier de l'architecture ou bien des paysages. Je ne suis pas focalisé sur la photo de rue, même si dans mon quotidien ici à Strasbourg, ça occupe le plus clair de mon temps. Tu travailles avec les appareils digitaux ou analogiques aussi? Non, j'ai pas en fait. Pendant de nombreuses années, quand j'étais jeune, en tout cas quand j'étais plus jeune et que j'avais entre 17 ans et 20 ans, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, mais j'ai beaucoup voyagé dans le désert, que ce soit algérien, malien, nigérien, j'ai vécu un peu au Burkina Faso. Je suis allé jusqu'au Bénin. Je suis parti dans des conditions qui étaient très, on va dire, très rudimentaires, où je partais avec quasiment pas d'argent en poche. Et je suis parti une fois en faisant du stop. Je suis parti de Strasbourg et je suis arrivé 3 mois plus tard au Bénin. Et pendant toute cette période-là, j'ai pas du tout pensé à avoir un appareil photo sur moi, alors que j'ai traversé des paysages absolument incroyables, des personnes absolument extraordinaires. La seule photo
qu'on a faite de moi toute cette période-là. C'était sur une pirogue en pleine mer à Nouakchott, où j'étais avec une vingtaine de pêcheurs. On pêchait à la pirogue. C'est le seul souvenir, la seule photo que j'ai encore de cette période-là. Mais sinon, ça m'a pas du tout traversé l'esprit, en fait, étrangement. Alors qu'aujourd'hui, je pourrais plus me passer d'un appareil photo. Il faut toujours que j'ai un appareil photo sur moi, comme si j'avais besoin au cas où, de mémoriser ou de capter une scène, une image particulière. Et le voyage, c'était prévu ou bien c'était à un moment donné, tu as décidé que tu es parti? Alors oui, c'est à un moment donné... Tu n'es pas une cible, mais tu t'es trouvé à Banane, je ne sais pas. Quand j'ai commencé à voyager, en fait, j'ai commencé à voyager avec un ami à l'époque. Et puis j'ai commencé vers les coups de 16 ans, 15 ans à voyager. J'ai voyagé dans des conditions assez précaires parce que bon, j'avais pas beaucoup d'argent. Ça, c'était dans un premier temps. Et puis, on a fait l'Europe ensemble. Et puis, un beau jour, on est parti en Algérie. Et puis après, moi, j'ai continué ma route seul. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai fait des rencontres sur place. Dans le désert algérien, j'ai trouvé que les personnes étaient tellement accueillantes, tellement aux antipodes de ce que j'avais l'habitude de connaître à Strasbourg ou en France, et puis très accueillants, très, très généreux, que j'ai été vraiment très fortement touché par cet accueil. Et donc je suis retourné une dizaine de fois dans cette famille qui était devenue presque ma deuxième famille en plein désert algérien. Et puis après, j'utilisais un petit peu ce lieu comme un point d'ancrage où je continuais ma route pour aller, par exemple, une fois je suis allé jusqu'au Burkina Faso, une autre fois je suis allé jusqu'à Cotonou au Bénin. Et tout ça sans argent, en fait. Tu faisais l'autostop, tu faisais le vélo, je sais pas. Ou alors il y avait certaines personnes qui étaient assez généreuses pour me donner un peu d'argent. Mais comme j'ai été très touché en fait, par l'accueil, que ce soit en Algérie ou dans beaucoup de pays d'Afrique, du coup je me suis jamais senti soit en insécurité, soit en danger. Chaque fois j'étais accueilli, j'étais nourri, j'avais la base et je me suis nourri d'une nouvelle culture en fait, qui m'a énormément enrichi sur le plan personnel. C'était les années? C'était les années 87 jusqu'en 90, jusqu'en 92. Ouais. Les gens, les artistes, les photographes qui ont influencé, qui ont marqué ton regard, ton œil? Alors il y en a forcément quelques-uns bien sûr. Étrangement, on va dire l'ouvrage qui m'a le plus marqué, alors que c'est de la photo en noir et blanc, alors que moi je fais plutôt de la photo en couleur. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais pour moi la couleur ça marque son temps, ça marque la culture dans laquelle on vit. Donc c'est un langage à part entière. Donc je l'utilise énormément dans ma photographie, mais alors étrangement, l'ouvrage qui m'a le plus marqué, donc le photographe qui m'a le plus marqué, c'est Joseph Koudelka, et c'est l'ouvrage Exil. Quand j'ai eu cet ouvrage en main, je me suis dit waouh, purée, incroyable la puissance des images. Sur 70 images, j'ai été vraiment projeté j'ai compris la puissance de la photographie. J'avais déjà subodoré ce moyen de communication, mais je pense que là vraiment c'était la confirmation totale pour moi quand j'ai vu cet ouvrage. Mais sinon il y a d'autres photographes qui m'ont bien sûr influencé. Il y a Elliot Erwitt qui
qui m'a certainement aussi un peu influencé. Il y a Saul Leiter, qui lui a fait de la photographie en couleur, donc qui m'a certainement aussi un petit peu influencé. J'en oublie, hein, Martin Parr, je trouve très intéressant. J'en oublie plein, bien sûr, parce que tous les photographes que j'ai lus, toutes les photos que j'ai vues m'ont quelque part un petit peu influencé. Mais je pense que ce qui m'influence le plus, c'est surtout mon expérience, mon histoire, ma vie. Et si on revient à la question noir et blanc et la couleur, voilà. Tu peux nous dire ce que tu penses? Parce qu'il y a des gens, comme on dit, noir et blanc c'est la seule photographie. Couleur, c'est pas... Alors pour moi, ce sera plutôt la couleur, a priori. Alors, au départ, je me suis pas trop posé la question, puis au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais quand même plus attiré par la couleur, parce qu'en noir et blanc, il y a quelque chose d'intemporel. Ça peut être hier comme aujourd'hui. La couleur donne des indications déjà sur la temporalité, pour moi en tout cas. Et puis pas seulement la temporalité, la culture aussi, parce que rien que par rapport aux tenues vestimentaires, donc dans cette volonté de témoigner aussi d'une époque, pour moi, c'était évident que ce serait la couleur, mais aussi parce que je travaille justement sur ces correspondances de formes, de couleurs entre le sujet et son environnement. Et donc du coup, si tout était en noir et blanc, je pourrais éventuellement travailler, mais plus sur des correspondances de formes, mais plus de couleurs. Pour moi, c'est peut-être plus facile de faire des photos en noir et blanc, parce que on va directement, droit au but. Avec le noir et blanc, on n'est pas perturbé par des couleurs qui vont éventuellement pas s'accorder ensemble, ou alors qui vont dissiper notre regard. Et donc, pour moi, faire des photos de couleurs, c'est déjà un peu plus difficile. Mais peut-être que tout est relatif, hein, dans un certain sens, tout est relatif. Mais en tout cas, pour moi, faire de la couleur, même si c'est plus difficile que de faire du noir et blanc, je trouve que c'est plus cohérent par rapport à ma démarche. La traduction en tant que photographe, qu'est-ce que tu en penses? La traduction, Ouais. c'est une interprétation quelque part. Enfin, pour moi, si je comprends bien ta question, la traduction à la base, c'est essayer d'expliquer le plus précisément possible ce qu'une personne a voulu dire dans sa propre langue. Donc forcément, c'est une interprétation. Et donc, si je devais l'associer à la photographie, la photographie, c'est une forme de traduction aussi de la réalité, une interprétation. Est-ce que l'art Oui. est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Est-ce qu'on peut vivre sans art? Alors, je peux surtout parler pour moi et dire que je serais bien incapable de vivre sans art. Depuis toujours, d'ailleurs, je pense que si j'avais pas... si mon parcours de vie m'avait pas poussé à faire autre chose, je pense que j'aurais consacré ma vie à faire de l'art. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être éducateur, de travailler dans le travail social. Mais pour moi, c'est clair que l'art créé, c'est-à-dire l'art, c'est vaste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est surtout c'est exprimer à travers une forme de création. Qui exprimer quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes et finalement c'est difficile
exprimer son regard sur la vie, peut-être tout simplement. Exprimer son regard sur la vie à travers une composition, une création, à travers de la créativité. Et pour moi, c'est comme une deuxième respiration. J'ai vraiment besoin de ça. Il fut une période, j'écrivais de la poésie, c'était il y a très longtemps. Pour moi, c'était important parce que il y avait autant cette musicalité dans le phrasé qui donnait aussi du sens à la sémantique et à la pensée. J'ai fait de la guitare, j'ai fait de la musique. Je me suis rendu compte que depuis toujours, j'ai toujours créé d'une manière ou d'une autre. Mais à partir du moment où j'ai trouvé la photographie, pour moi, c'était vraiment un support d'expression majeur qui me permet en fait d'assouvir mon besoin de créativité. Tu publies en principe sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui. Sur Facebook et sur Instagram. Peut-être sur Twitter aussi? Non. Sur Twitter, sur X? Non, j'ai juste mis un pas sur LinkedIn, mais pour le moment, en fait, je n'ai pas trop envie de m'éparpiller. Seulement Facebook et Instagram? C'est sur Instagram, sur Facebook et maintenant sur mon blog perso et le blog du travail également. Oui. Et tu as déjà publié un recueil de photographies, il me semble, non? C'est à un moment donné, il y avait un projet comme ça, non? Oui, effectivement. Là, j'ai fait évoluer mon projet et je pense que ce sera un peu plus qu'un recueil. Je pense que ce sera un livre photo. Un livre de photos. C'est pas encore. C'est en cours de réalisation, mais ça prend beaucoup de temps. C'est parce que c'est évidemment sur les photos de rue. Et ça, comme ça demande beaucoup de temps, forcément quand je rentre le soir à la maison après une journée de travail, je vais y consacrer très peu de temps. Et puis il faut dire aussi que comme je traite toutes les photos que je fais, ça prend du temps. Donc souvent autour de 21h, j'arrête de traiter des photos, j'arrête de me consacrer à la photographie parce que j'ai aussi besoin de faire autre chose, pas que ça. Donc ça va mettre du temps, mais en tout cas, je suis sur un projet de livre par rapport à la photo de rue. Oui. Première expo, c'était quand? C'était il y a 2 ans, donc je crois que c'était en 2022. D'ailleurs, on va dire que c'est quasiment ma seule expo parce que je cours pas après. Donc on va dire en 12 ans de pratique photographique, j'ai exposé, mais j'ai eu la chance d'avoir vraiment une très très belle exposition à la cour des Beuclins, donc à Bischheim, où il y avait 21 grands formats en fait, qui étaient exposés pendant plus de 3 mois dans cette médiathèque où ils consacraient une salle, enfin un bâtiment entier à l'exposition. Donc j'étais vraiment, enfin en tout cas j'étais très très on va dire j'étais très touché par cette proposition et aussi très touché par tous les contacts que j'ai pu avoir à travers cette exposition. Je trouve ça apporte de la profondeur à la photographie, peut-être plus que les réseaux. Effectivement, dans ce sens-là, c'est très enrichissant. Parce qu'on a une discussion avec des personnes qui voient en vrai les photographies et je trouve que ça apporte de la profondeur qu'on ne va pas forcément retrouver sur les réseaux parce que bon, les commentaires sont souvent très superficiels et puis sans parler des émoticônes où là je trouve qu'il y en a de plus en plus. Donc ça pousse pas à l'échange et à la réflexion à travers les photographies. Mais pour moi, c'est déjà aussi les réseaux sociaux, c'est aussi la possibilité d'avoir une idée vague du succès qu'une photo peut avoir. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'elle est bonne ou qu'elle est moins bonne, mais ça m'a permis aussi d'être, on va dire, repéré par certains journalistes. Là j'ai un article qui va bientôt sortir.
c'est un journaliste de l'Est républicain. J'ai quand même eu, là j'ai mon 3e article qui va sortir aussi dans Réponse Photo, une revue nationale, où là il y a encore une photo qui a été sélectionnée. Donc tout ça c'est grâce aux réseaux sociaux. S'il n'y avait pas ça, donc ça permet quand même de faire connaître mon travail, même si je pense que la chose la plus aboutie pour moi, ce sera sans doute le livre. Est-ce que tu participes les festivals ou les salons de photographie? C'est quel événement important ou quelle revue importante existe-t-il en France? Arles, bien sûr, à mon avis, c'est certainement l'événement central de la photographie dans l'année en France. Ceci dit, j'en éprouve pas foncièrement le besoin. J'ai pas. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas d'ambition, ou alors est-ce que c'est parce que c'est pas ce type d'ambition, c'est-à-dire d'être absolument repéré. Pour moi, la photographie, c'est d'abord pour me faire plaisir. Au bout d'1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures de pratique photographique, et quand j'ai réussi à avoir 5 ou 6 clichés vraiment intéressants, et que je me retrouve dans ma pièce avec mon ordinateur, que je commence à traiter la photo, etc., je prends beaucoup de plaisir et je me consacre principalement, enfin c'est déjà un plaisir simplement de me dire waouh, je vais enfin pouvoir témoigner de quelque chose à travers ces images. Et puis je mets de côté ces images pour faire un livre. Pour moi, c'est l'aboutissement, on va dire, suprême, le livre. L'exposition, ça coûte beaucoup d'argent. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément rentabilisé. Donc, il faut aussi avoir les moyens d'investir dans quelque chose qui va pas forcément être rentabilisé, surtout dans mon domaine. Et puis, j'ai pas forcément envie d'en faire quelque chose de purement commercial. Alors, je dis pas, j'ai quelquefois des propositions de faire des propositions, des projets photographiques qui sont rémunérés, mais ça arrive très peu souvent. Mais j'accepte ces projets simplement pour pouvoir aussi rentabiliser le coût du matériel, toutes ces choses qui coûtent quand même coûtent beaucoup d'argent. Parce que c'est une passion qui est quand même assez onéreuse, la photographie. L'argentique à l'époque c'était la pellicule qui coûtait de l'argent. Aujourd'hui c'est pas les photos en elles-mêmes parce que c'est du numérique, on peut en faire des milliers sans que ça nous coûte plus d'argent, mais c'est le matériel qui à la base est devenu très cher. Donc forcément je dis pas, j'aimerais bien pouvoir vendre quelques clichés de temps en temps pour pouvoir rentabiliser mon matériel, mais disons que c'est pas ça qui m'intéresse. Donc c'est de pouvoir aussi peut-être échanger à travers ces photos. Et c'est vrai que pour ça, l'exposition, c'est quand même un endroit idéal pour ça, mais ça a un coût et j'ai pas forcément les moyens d'investir là-dedans. Donc, et puis on m'a déjà fait des propositions qui n'étaient pas très intéressantes pour moi, donc j'attends aussi le moment, enfin j'attends, je sais que je peux peut-être attendre très longtemps avant que ce moment arrive, parce que quelquefois il faut pouvoir le provoquer aussi, mais comme je ne suis pas foncièrement dans une recherche ardente de ça, je m'y intéresse très peu, à vrai dire. Et la poésie? Qu'est-ce que tu penses de la poésie? Parce que c'est comme dit dans tes photographies, on voit une poésie déjà, on voit un regard de poète, donc... La poésie, bah, c'est... la vie est poétique. Donc moi, je perçois une certaine magie dans la vie, et quelque chose de foncièrement poétique. Donc
Après, j'ai du mal à aussi analyser de façon précise la poésie dans ma photographie. Si j'avais pas une personne qui m'en avait parlé, qui m'avait dit ouais vraiment je trouve que tes photos sont à la fois poétiques, elles sont drôles, quelquefois dramatiques. J'ai toujours un peu de mal pour analyser mes propres photos, même si j'ai pris du temps quand même pour réfléchir dessus. Mais la poésie, pour moi, c'est la magie de l'extraordinaire dans l'ordinaire du quotidien. C'est ce que j'essaie de capter à travers quelques-unes de mes photos. Mais je pourrais pas t'en dire plus parce que c'est vrai que la poésie c'est quelque chose qui n'est pas du tout intellectuel, c'est une démarche, c'est une démarche un petit peu, c'est simplement la vie, les oiseaux qui gazouillent, c'est une lumière particulière, c'est du hasard qui surgit de nulle part. C'est juste une question. C'est toutes ces choses qui vont alimenter mes photographies. De là à dire qu'elles sont poétiques, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de la poésie dans mes photos, ça c'est certain. Et la photographie en Alsace, par exemple, je crois qu'il y a des galeries, il y a des associations, il y a des autres photographes. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Alors je ne suis pas très, très calé dans ce domaine-là. Je sais que j'ai vu, je suis passé déjà plusieurs fois à la galerie Aïda, dans la Grand Rue. Je trouve que c'est une galerie associative qui est, comment dire, qui est un peu populaire, entre guillemets. Il y a d'autres galeries aussi qui ne s'adressent pas, entre guillemets, à une certaine élite. Mais je ne me suis pas trop penché sur la question. J'en connais quelques-unes, mais en plus des galeries qui sont spécialisées dans la photo de rue, je pense que ça doit exister, mais Strasbourg, c'est quand même... c'est pas Paris, quoi, clairement. Donc il doit y avoir des petites choses, mais je pourrais pas t'en parler plus que ça. Je ne sais pas, à vrai dire. Je me suis pas trop penché sur la question. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une maison de la photographie, ça peut être intéressant pour soutenir la photographie dans tous les genres, quoi? Oui, effectivement, la maison de la photographie, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que j'avoue mon péché capital de ne pas connaître la maison de la photographie. Sinon, je crois que c'est Simultania qui fait systématiquement. C'est ça. Il y a comment ça s'appelle, Apollonia. Il invite des photographes étrangers. J'y suis allé. Bon, ils sont. Je sais pas s'ils sont vraiment attirés parce que je connais. Je crois que c'est Dimitri, le boss d'Apollonia. J'ai un ami en fait qui a exposé là-bas, qui va continuer encore à exposer, je crois, Philippe Jacques, qui a fait quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est des assemblages de patchwork de tissus bariolés de toutes les couleurs, enfin, mais qui a transformé Apollonia en œuvre d'art. Donc je crois qu'il était en résidence pendant plus d'un mois là-bas. Donc c'est grâce à ça que j'ai connu Apollonia, mais je suis pas persuadé que peut-être que je me trompe, hein, mais qu'Apollonia serait intéressé par mon travail de photographie. Je suis pas... Place Australis, il y a une galerie de photos aussi. La Chambre. Oui. Ouais, la Chambre. 3-4, il n'y a pas une autre. Alors la Chambre, effectivement, j'ai eu l'immense chance d'être invité à une visite privée de Rally Kala. Pour moi, c'est un grand photographe de rue new-yorkais. Et donc effectivement, il y a des belles choses qui se font quand même. Mais comme dit,
je m'y connais pas plus que ça. Donc je suis peut-être pas on va dire la personne idéale pour présenter ce genre de lieu culturel spécifique. Est-ce que tu filmes aussi? Alors je filme un tout petit peu. J'ai filmé par exemple une personne que j'ai rencontrée en fait à vélo sur mon chemin quotidien en allant travailler, et il était habillé comme au 19e siècle. Il était sur un vélo du 19e siècle, début 20e. C'était quelqu'un qui sortait de l'histoire en fait. Donc j'étais interloqué par cette personne que finalement au fur et à mesure j'ai photographié, je me suis rapproché de cette personne, on a discuté ensemble. Il s'avère que c'était un prof d'histoire qui travaille au lycée Le Corbusier à Ilkirch. Et donc du coup j'ai fait plein de photos de lui. Et je m'étais dit que j'en ferais certainement quelque chose, mais alors bon, c'est toujours c'est facile de faire des photos, mais après de pouvoir faire un projet cohérent, c'est déjà beaucoup plus difficile. Vu que j'ai envie de faire plein de choses, du coup j'essaie de me concentrer sur un projet en particulier. Là en l'occurrence c'est plutôt mon bouquin, mais j'ai fait un film de lui, je suis même allé l'interviewer sur son lieu de travail, dans sa salle de classe, qui était un véritable musée. Un homme qui s'habille toujours en fait en fonction du cours d'histoire qu'il va donner à ses élèves, il va s'habiller en conséquence. Et il a une garde-robe absolument incroyable chez lui. Et donc à chaque fois, il va s'habiller en conséquence en fonction du programme, il va s'habiller de cette façon-là. Et c'est vraiment, ça m'avait vraiment très intéressé. Donc j'ai fait un film de lui, j'ai fait un petit film de Rally Kala aussi, donc ce photographe de rue. J'ai fait un peu de vidéo, mais en fait je me suis un petit peu intéressé au montage, mais rapidement je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix parce que tout est chronophage à un point. Et donc je mets de côté ces vidéos en me disant qu'un jour j'en aurai peut-être l'usage. Mais pour le moment ma priorité c'est surtout la photographie. Merci beaucoup Fabrice. Avec plaisir.
Thank you.